Tout le monde pense qu'il n'est qu'un garçon de village impuissant. Mais il s'avère être le plus grand roi de l'histoire. Il y a longtemps, un homme nommé Gré est passé du statut d'orphelin à celui de conquérant de la terre entière. Personne ne pouvait lui résister, et ceux qui essayaient furent impitoyablement effacés de la planète. Cependant, même avec tout le pouvoir du monde, il se sentait insatisfait de sa vie parce qu'il était tout seul. Puis un jour, il se retrouva soudain noyé dans une mer sans fond, et une voix lui demanda de chercher la lumière dans sa prochaine vie. Le roi réalisa qu'il venait de mourir, et l'instant d'après, il ouvrit les yeux dans une pièce faiblement éclairée avec deux personnes inconnues qui se dressaient au-dessus de sa tête. Il l'appelait Arthur et se racontait à quel point leur fils les avait rassemblés. Même s'il n'avait aucune idée de qui étaient ces gens ou de l'endroit où il se trouvait maintenant, il réalisa alors qu'il était né de nouveau avec la pleine conscience et la connaissance de sa vie passée. Le grand roi, qui n'est plus qu'un enfant ordinaire, trouve sa nouvelle vie d'Arthur incroyablement embarrassante. Il ne peut pas très bien contrôler son corps et agir comme un enfant pendant que ses parents nettoient ses couches, le remplit de honte. Un jour, Arthur voit son père utiliser la magie pour renforcer son corps afin qu'il puisse labourer leur champ d'un seul coup de poing, puis sa mère le soigner après qu'il ait été blessé. C'est la première chose qui le rend curieux, et il se rend compte que ce monde n'est pas la terre car il a de la magie. Bientôt, Arthur découvre que son père est un aventurier qui part souvent chasser des monstres avec ses amis. Il se rend compte que puisque tous les gens dans ce monde sont autorisés à posséder des armes, cela doit être un endroit dangereux et décide de devenir fort le plus tôt possible pour se protéger. Malheureusement, ce jour est encore loin, car pour l'instant, il est encore un bébé qui commence à s'endormir dès que sa maman lui chante une berceuse. Cependant, il surmonte bientôt sa frustration à ce sujet et commence à profiter de ces moments paisibles, car dans sa vie passée, il était toujours sous le danger d'assassins le ciblant dans son sommeil. Quelques mois passent et Arthur commence enfin à ramper dans la maison. Il fait semblant de dormir pour que sa mère le laisse tranquille, puis se faufile dans la bibliothèque de leur maison où il commence à chercher des informations sur ce monde dans les livres. Il découvre que le continent sur lequel il vit possède un pays de nains au sud et un pays d'elfes au nord. Le pays humain est gouverné par un roi, mais contrairement à sa vie passée, le fils du roi devient le nouveau roi de ce monde et il n'y a pas de combat à mort pour le trône vide. Il trouve ensuite un autre livre qui lui parle de magie. Et Arthur se rend compte que la magie est la raison pour laquelle ce monde est si en retard en termes de science et de technologie. Il apprend qu'environ 1% de la population peut utiliser la magie et que la capacité magique d'une personne est souvent déterminée par la capacité de ses parents. Le livre lui dit qu'il existe deux principaux types d'utilisateurs de magie. Tout d'abord, il y a les augmentateurs qui utilisent le mana pour renforcer considérablement leur capacité physique et se battre en tant que guerriers. La deuxième catégorie est celle des conjurateurs qui peuvent projeter du mana hors de leur corps comme les sorciers. Arthur se rend compte que son père est un augmenté, mais il pense que sa mère n'est pas une magicienne typique en raison de ses pouvoirs de guérison. Il décide d'arrêter de penser à cela et continue de lire les moyens de devenir un utilisateur de magie. Le livre lui dit que pour utiliser la magie, il faut avoir un noyau magique qui se forme en concentrant le mana à l'intérieur du corps en un seul point. La plupart des gens ne parviennent à y parvenir qu'à la puberté et il leur faut des années pour créer un mana corps solide et utilisable. Arthur, cependant, connaît déjà un concept similaire. Dans sa vie antérieure, il pouvait manipuler l'énergie interne de son corps appelée Kai et former un noyau Kai à l'intérieur de son corps était comme former un manoir. Arthur commence à concentrer son mana à l'intérieur de son corps, mais alors qu'il s'apprête à former son monor, sa mère le retrouve et le ramène dans son lit. 2 ans passent en un éclair et un jour, alors que la mère d'Arthur est occupée à écrire une entrée de journal à son sujet, il sort pour apprendre l'escrime avec son père. Alors qu'il continue à balancer un bâton en bois comme une épée, sa mère sort et elle est incroyablement furieuse contre son mari pour avoir appris à leur fils à utiliser une épée alors qu'il vient d'apprendre à marcher. Ce n'est pas une nouveauté pour Arthur qui a maintenant compris que sa mère est la véritable chef de la maison. Sa mère l'emmène également de temps en temps dans la ville voisine. Et Arthur est toujours heureux d'être là, car cela lui permet d'apprendre beaucoup de choses sur ce monde. Il s'intéresse à tout, des armes aux objets étranges trouvés dans ce monde. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est la magie, et le fait d'être en ville lui donne la meilleure chance de la voir de près. En dehors de ses visites, Arthur vit une vie paisible avec ses parents. Et même s'il est mal à l'aise d'être piégé dans le corps d'un nourrisson, il commence lentement à apprécier la vie paisible. Ses parents prennent soin de tous ses besoins et cela lui rappelle son enfance à l'orphelinat de sa vie antérieure, où il souhaitait désespérément avoir une famille.
famille. Mais ses souhaits ne se sont jamais réalisés. Un jour, Arthur voit son père pratiquer la magie pour renforcer son noyau de mana. Il est vraiment excité de le voir et d'apprendre de lui. Mais son père parvient à peine à soulever quelques pierres du sol en utilisant son mana. Arthur n'est pas impressionné car ramasser les pierres avec ses mains serait plus rapide. Mais sa mère vient alors le voir et lui dit que ce n'était pas le meilleur coup de son père et qu'il a de meilleurs résultats à partir du deuxième tour. Le père d'Arthur concentre à nouveau son énergie pour impressionner sa femme cette fois-ci et lance une série d'attaques puissantes qui secouent la terre. Arthur est vraiment impressionné par les compétences de son père cette fois-ci et sa mère est sûre que lorsqu'il grandira, il deviendra également un guerrier fort. Arthur veut essayer de le faire tout de suite, mais sa mère décide de l'emmener pour la sieste. Il passe devant la bibliothèque en chemin et Arthur supplie sa mère de vouloir lire les livres. Elle le refuse sévèrement, mais il lui lance un regard innocent et suppliant auquel elle ne peut résister. Finalement, elle le laisse seul avec les livres, tandis qu'elle sort pour être avec son mari. Et Arthur commence à concentrer tout le mana de son corps pour former son noyau de mana, ce qu'il essaie de faire depuis 2 ans. Il sent qu'il est sur le point de faire une percée. Et puis soudain, son monor se forme à l'intérieur de son corps. En conséquence, une puissante explosion emporte la maison et le père d'Arthur est blessé en essayant de protéger sa femme. Ils paniquent tous les deux car ils craignent que leur fils soit en danger. Mais lorsqu'ils entrent à l'intérieur, ils n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils voient Arthur flotter dans le ciel avec une lueur dorée. Arthur leur adresse un sourire suffisant, déclarant qu'il peut enfin utiliser la magie maintenant. Il se met à terre et commence à marcher vers eux quand soudain, les décombres du toit tombent vers lui. Il panique, craignant que cela soit la fin de sa vie. Mais ses 2 parents se précipitent vers lui pour le protéger des décombres qui tombent. Arthur ne réalise qu'après cela que ses parents ont le devoir de le protéger. Mais quand il commence à pleurer, il devient confus. Dans sa vie antérieure, il n'avait jamais rien vécu de tel. Et même les parents des autres enfants n'ont jamais montré d'autres émotions que de la fierté ou de la déception. Alors qu'il se demande ce qu'est ce nouveau sentiment, Arthur se met à pleurer lui aussi, s'accrochant instinctivement à sa mère. Quelques années s'écoulent après cela, et Arthur est maintenant un jeune garçon qui commence à apprendre les techniques de combat de son père, Reynold. Lui et son père se tiennent face à face dans le jardin où son père essaie de lui remettre ses précieux gants. Mais Arthur le rejette car il sait qu'il n'a pas assez de force pour les manier à cet âge. Il prend plutôt une épée en bois et son père fait de même. Arthur passe immédiatement à l'action, essayant de lancer 3 attaques consécutives sur son père. Mais son père est beaucoup plus fort et bloque facilement chacune de ses attaques. Arthur se rend compte que son père utilise sa magie pour renforcer les bâtons. Alors, il décide de faire la même chose et verse son mana dans son épée en bois. Peu de temps après, il court à nouveau vers son père, qui est surpris lorsque l'attaque d'Arthur parvient à briser son bâton en 2. Arthur sourit et prétend que son bois est meilleur que celui de son père. Mais son père affirme que l'endurance est plus importante. Quoi qu'il en soit, son père se rend compte qu'Arthur est un prodige, alors il prend la décision difficile de parler à sa femme de l'idée d'envoyer Arthur hors de la ville chez un vrai tuteur. Sa mère, Alice, est totalement contre, car elle ne veut pas que son doux fils lui soit arraché alors qu'il n'a que 4 ans. Reynold soutient qu'à seulement 4 ans, le bois d'Arthur est beaucoup plus puissant que le sien, ce qui signifie qu'il devrait être entraîné par un guerrier accompli. Mais avant qu'il puisse prendre une décision, Arthur intervient, affirmant qu'ils devraient tous y aller ensemble, même si cela semble être une idée assez stupide. Les 2 parents sont immédiatement d'accord, probablement parce que la crise du logement n'a pas encore vraiment affecté leur monde. Quelques jours plus tard, Alice et les anciens membres de Reynolds arrivent pour voyager avec eux, et Arthur se présente à eux tous. L'ancien groupe de ses parents était composé d'Adam le chef, de Angela, la grande femme au gros pot, de Dur, le homme d'apparence moyenne, d'Hélène l'archère, et de Jasmine, la fille lutin maniaque qui semble méfiante envers Arthur pour une raison quelconque. Bientôt, ils décident de commencer à bouger, et Arthur apprend que ce monde utilise encore un mode de transport assez primitif par rapport à son monde où ils ont des Uber aériens pour aller partout. Un peu plus tard, ils décident de s'asseoir pour manger un peu. Mais cela ne se passe pas si bien lorsqu'un groupe de monstres loups apparaît de la forêt à cause de l'odeur de la nourriture. Jasmine entre immédiatement en action, attrape 2 poignards et se lance dans le combat, tranchant tout loup qui se présente devant elle, tandis que Reynold, Adam et Hélène tuent tous d'autres loups avec leurs propres armes. Pendant ce temps, Dur et Angela utilisent leur magie pour détruire complètement les bêtes restantes. Cette nuit-là, ils se régalent de la chair des monstres. Et après un moment, Alice remarque que Reynold saigne encore du bras et décide de le guérir. Le reste des membres du groupe se lèvent immédiatement de leur position et créent un cercle protecteur autour d'eux, ce qui déroute Arthur. Mais il apprend bientôt qu'Alice est une mage très spéciale qui possède une magie de guérison,
ce qui est extrêmement rare. En raison de sa rareté, Alice est toujours menacée d'être capturée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont déménagé à la campagne afin de rester sous le radar. Heureusement, la magie de guérison fonctionne sans aucun problème. Mais après cela, Adam décide qu'il a besoin d'un peu d'exercice et demande à Arthur de s'entraîner avec lui. Arthur accepte l'entraînement, tandis qu'Adam enveloppe sa pointe de lance acérée avec du tissu pour éviter tout dommage. Ils se préparent pour la séance d'entraînement et chargent leurs armes avec du mana. Mais à la surprise d'Adam, Arthur décide de faire le premier pas en utilisant la magie pour augmenter sa vitesse, se déplaçant à la vitesse de l'éclair vers Adam avant de disparaître puis d'apparaître derrière lui, prenant Adam par surprise. Malheureusement, Arthur finit par glisser, ce qui donne à Adam le temps de réagir, et bientôt ils se retrouvent enfermés dans un va-et-vient intense. Tout le monde est choqué par la rapidité d'Arthur, mais au dernier moment, il est projeté dans les airs à cause de son corps léger, et Angela est obligée de le sauver avec sa magie du vent. Il atterrit doucement sur le sol en contrebas, tandis que le reste des membres de l'équipe commence à gronder Adam pour avoir exagéré contre un si petit garçon. Adam essaie de se défendre, affirmant que le garçon est trop fort, mais personne ne l'écoute. Jasmine, quant à elle, semble très intriguée par les compétences d'Arthur et commence à lui poser des questions sur les techniques qu'il utilise. Les 2 jours suivants passent rapidement alors qu'Arthur s'entraîne, mange, dort et s'entraîne encore avec presque tous les membres du groupe. Apprendre les techniques de lance avec Adam, les pompes avec Reynold, le tir à l'arc avec Hélène et courir comme Usain Bolt avec Jasmine, qui semble avoir pris beaucoup d'affection pour le petit garçon. Elle essaie de le séduire pour une petite fête en lui offrant une petite épée avec de l'huile pour bébé dessus. Mais sa mère ne veut pas qu'Arthur se fasse cuire, alors elle l'appelle. Bientôt, ils commencent à continuer leur voyage dans les chariots quand soudain, ils sont obligés de s'arrêter dans des circonstances mystérieuses. Soudain, une volée de flèches vole vers eux et Arthur réalise immédiatement qu'ils sont attaqués par des bandits. Dur et Adam sautent immédiatement devant les chariots, tandis qu'Angela utilise sa magie du vent pour souffler toutes les flèches venant vers eux. Arthur jette un œil à l'extérieur et découvre qu'ils sont complètement encerclés par des bandits de tous côtés. Le chef des bandits Lay ordonne à ses hommes de ne pas blesser Alice et Arthur et de se débarrasser de tous les autres car ils peuvent être vendus pour une somme élevée. Les bandits crient tous leur accord et sautent dans la zone de combat où ils commencent à se faire cuire par Reynold et son groupe. Un par un, tous les membres du groupe commencent à éliminer les bandits un par un. Et Arthur sait que son parti est beaucoup plus fort sur une base individuelle. Mais le problème commence à apparaître lorsque les bandits commencent à essayer de les submerger par leur nombre. Les membres du groupe commencent à être épuisés par les combats constants tandis que le chef des bandits se lance dans un 1 contre 1 contre Reynolds et le claque dans le chariot dans lequel se trouve Arthur. Le chariot est détruit alors qu'Alice essaie rapidement d'aider Reynolds, mais il lui dit de ne pas utiliser sa magie car cela aggraverait encore la situation. Il se lève et dit à Arthur d'emmener sa mère dans un endroit sûr pendant qu'il s'occupe du chef des bandits. Arthur veut évidemment se battre et prétend qu'il est assez fort pour gérer ses voyous. Mais son père lui crie d'utiliser cette force pour protéger sa mère puisqu'elle a un enfant dans le ventre. Arthur se demande quand ils ont eu le temps de faire l'acte, mais décide néanmoins de s'enfuir avec Alice. Le chef des bandits tente de les poursuivre, mais Reynold l'attaque à nouveau, le forçant à se défendre. Arthur continue de courir, mais se retrouve bientôt bloqué par plusieurs ennemis. Heureusement, les membres de son groupe sont des professionnels et ils parviennent à éliminer un par un tous les bandits sur son chemin. Arthur les remercie pour leur aide et continue de courir à toute vitesse quand soudain, ils sont pris en embuscade par un mage qui les attaque avec sa magie du vent. Arthur décide de pousser sa mère en sécurité tandis qu'il est frappé par le plus gros des dégâts, le poussant dans les airs et par-dessus la falaise. Il décide qu'il ne va pas mourir seul et jette son couteau attaché à une corde sur son agresseur, le faisant tomber également. Dur et Angela tentent immédiatement d'utiliser leur magie pour sauver le jeune Arthur, tandis que sa mère crie son nom avec les yeux larmoyants. Mais pendant tout ce temps, Arthur se sent en paix, comme s'il avait accompli quelque chose. Il se demande si c'est à cela que ressemble le bonheur, quand soudain des larmes lui montent aux yeux, lorsqu'il réalise qu'il allait être grand frère. Mais maintenant, la vie lui a été arrachée. Alors qu'Arthur ouvre les yeux après la chute, il découvre qu'il est toujours en vie. Il se demande où il est, quand soudain le sol sous lui commence à trembler, tandis que quelque chose d'énorme marche vers lui. Arthur essaie de se lever et de voir ce qui arrive, et il est complètement horrifié par un démon effrayant qui l'appelle par son nom. Arthur est terrifié par le démon, mais c'est un Tchad qui ne se laissera pas faire sans se battre. Il saute sur le démon pour l'attaquer, mais est doucement repoussé. Alors qu'il se relève, le démon lui dit qu'il a encore beaucoup à apprendre et lui assure ensuite qu'elle est une amie. Arthur ne comprend pas ce qui se passe. Et puis le démon commence soudainement à cueillir des fruits pour lui. Elle dit à Arthur qu'il doit manger avant de pouvoir commencer à parler,
car sinon, elle ne répondra à aucune question. Arthur n'a d'autre choix que d'engloutir les fruits et demande ensuite au démon si ses parents vont bien. Elle lui montre une scène de la route où ses parents et leurs amis ont combattu les bandits et elle est pleine des cadavres des bandits. Le démon dit à Arthur que tous ceux qu'il connaît sont en vie et qu'ils ont continué leur voyage il y a quelques jours, en toute sécurité. Arthur est ému aux larmes, tandis que le soulagement remplit son cœur en entendant cela. Il demande ensuite au démon son nom pour pouvoir la remercier correctement et elle se présente comme Sylvia. Quelques jours passent avec Arthur, toujours dans la grotte de Sylvia, mangeant les fruits pour se maintenir en vie pendant que ses blessures guérissent. Il veut aller chez ses parents le plus vite possible, mais Sylvia lui dit que ce n'est pas si facile, car il devra traverser la forêt remplie de monstres dangereux et de hors-la-loi. Cependant, elle a un autre moyen de réunir Arthur avec sa famille, mais cela implique de créer un trou dans le tissu espace-temps et prend beaucoup de temps. Arthur comprend cela, et tandis que Sylvia prépare le trou dans l'espace et le temps, il continue d'entraîner ses compétences. Il comprend maintenant que même si Sylvia ressemble à un démon, elle est vraiment gentille. Et plus que cela, elle se soucie beaucoup de lui en particulier. Un jour, alors qu'Arthur travaille sur son monore, Sylvia décide de lui apprendre un tour que les humains ne connaissent pas. Elle recueille du mana dans l'air et forme une boule dans sa main, surprenant Arthur, qui n'a jamais rien vu de tel auparavant. Sylvia lui dit que la plupart des humains pensent qu'ils peuvent soit collecter du mana, soit l'utiliser. Mais dans la nature, de nombreuses créatures peuvent faire les deux choses en même temps. Elle propose d'apprendre le tour à Arthur. Mais avant cela, elle veut savoir ce qu'il fera une fois qu'il sera devenu plus fort, après l'avoir appris. Arthur y réfléchit longuement et déclare ensuite qu'une fois qu'il sera plus fort, il tuera tous ceux qui tenteront de nuire à son peuple. Mais Sylvia n'aime pas cette réponse, et elle le repousse. Arthur s'énerve à ce sujet, mais Sylvia lui dit qu'il a échoué à son examen parce qu'elle n'a pas l'intention d'enseigner à quelqu'un avec des tendances violentes aussi dérangées. Arthur est confus par cela, car la seule chose qu'il a apprise dans sa vie passée est que l'on devient plus fort pour tuer ses ennemis. Cependant, lorsque Sylvia lui demande s'il aime penser à la violence tout le temps, Arthur se tait. Sylvia lui dit alors qu'il existe d'autres moyens d'utiliser la force que la violence et qu'elle ne voudrait pas qu'il gâche sa vie dans la rage et la violence. Ces paroles touchent une corde sensible chez Arthur et il a l'impression que Sylvia sait tout de sa vie passée. Elle répète ensuite sa question initiale et demande ce qu'il fera une fois qu'il sera plus fort. Et cette fois, Arthur répond qu'il protégera les personnes qui lui sont chères. Sylvia est satisfaite de cette réponse. Et elle commence à apprendre à Arthur comment utiliser la magie tout en la recueillant directement dans son environnement. Arthur l'apprend également très vite, mais juste au moment où il court pour montrer qu'il peut le faire à Sylvia. Elle le jette sur le côté de la grotte et l'enterre sous les rochers. Arthur est confus, mais Sylvia lui parle par télépathie et lui dit de ne faire aucun bruit. Quelques instants plus tard, un autre démon comme Sylvia arrive et lui dit de revenir avec lui. Elle refuse de l'accompagner, alors le démon lui lance une boule d'énergie. Arthur est inquiet, mais Sylvia lui assure qu'elle ira bien. Elle se relève pour se battre à nouveau et libère toute sa puissance, brisant son corps démoniaque et se transformant en dragon blanc. Elle tire ensuite un hyper-rayon sur le démon qui peut à peine le bloquer. Il l'avertit que l'utilisation d'un si grand pouvoir lui coûtera très cher. Mais Sylvia lui dit qu'elle ne regrette rien de sa vie. Le démon annule en quelque sorte son attaque et la bombarde ensuite avec ses boules d'énergie sombre, dont certaines touchent la grotte. Sylvia est distraite alors qu'elle essaie de confirmer la sécurité d'Arthur et le démon décide de l'assommer avec une grosse attaque. Sylvia se rend compte qu'Arthur sera en danger à cause de ce danger. Elle décide donc de tout risquer pour qu'il puisse s'échapper. Elle utilise tout son pouvoir pour arrêter le temps et appelle ensuite Arthur à l'extérieur en lui disant qu'il doit rentrer chez lui maintenant. Elle ouvre un trou dans l'espace et le temps en lui disant que cela ne le mènera pas directement à sa famille. Mais maintenant, il est assez fort pour survivre seul pendant qu'il les recherche. Arthur se rend compte que Sylvia se sacrifie pour lui et son cœur se brise à cause de cela. Mais elle lui fait promettre d'utiliser son pouvoir pour protéger les personnes qu'il aime. Elle lui offre ensuite quelques cadeaux d'adieu sous la forme d'un œuf de cristal et d'une plume, lui demandant d'en prendre bien soin. Après cela, elle embrasse Arthur et soudain, il se fait tatouer des tatouages dorés sur ses deux bras. Sylvia lui dit qu'il apprendra leur signification et leur but quand le moment sera venu. Mais pour l'instant, c'est un adieu. Elle lui dit alors qu'elle n'avait pas vraiment besoin de tout ce temps pour préparer un portail pour le renvoyer chez lui et qu'elle a volontairement retardé le processus parce qu'elle a apprécié les quelques jours qu'elle a passés avec lui. Arthur commence à pleurer en entendant cela,
Et il réalise alors qu'il n'est pas assez fort pour la protéger en ce moment, même s'il a promis qu'il protégerait tous ceux qu'il aime. Sylvia lui dit que leur promesse ne s'applique pas dans cette situation et lui dit de se dépêcher. Il lui dit qu'il se fiche qu'elle soit un dragon ou un démon parce qu'elle fait partie de sa famille et qu'on ne laisse jamais sa famille derrière soi. Sylvia dit à Arthur qu'il a déjà une maman. Alors, il décide de l'appeler grand-mère et le dragon se met à pleurer en entendant cela. Elle pousse ensuite Arthur vers le portail et il prend l'œuf et la plume avec lui. Mais juste au moment où il entre dans le portail et se retourne pour dire un dernier au revoir à Sylvia, il se retrouve entraîné. Une fois parti, Sylvia libère son pouvoir et ramène le temps dans la grotte à la normale, immédiatement touchée par l'attaque du démon. Elle tombe par terre. Mais alors qu'il marche vers elle, confiant dans sa victoire, Sylvia lui lance un coup rapide, le faisant exploser de toute sa puissance à bout portant. D'autre part, Arthur voyage à travers le portail où il entend à nouveau la voix de Sylvia. Elle lui dit qu'il est normal d'être triste, mais qu'il devrait travailler dur pour transformer cette tristesse en bonheur un jour. Arthur lui dit qu'il ne peut pas le faire, mais Sylvia dit qu'elle sait qu'il peut le faire parce qu'il était le roi le plus fort de l'histoire. Arthur est choqué d'apprendre qu'elle connaît sa vie antérieure et il veut demander à Sylvia si c'est elle qui l'a amené dans ce monde. Mais avant de pouvoir faire cela, il sort du portail. Après qu'Arthur ait fini de pleurer à propos de Sylvia, il se lève et place l'œuf de cristal dans sa poche. Il regarde ensuite autour de lui et découvre qu'il se trouve dans une forêt dense et pleine de dangers. Arthur entend soudain une fille crier au loin et il saute à travers les arbres pour la chercher. Il découvre bientôt une bande de bandits en train de kidnapper une fille elfe et de discuter de la façon dont ils peuvent gagner beaucoup d'argent s'ils la vendent à l'île d'Epstein. Cela lui rappelle l'époque où son groupe a été attaqué par les bandits et il prévoit de faire la même chose avec lui. Il devient furieux en voyant la fille elfe se faire kidnapper, mais suivant sa promesse à Sylvia, il ne se laisse pas consumer par sa rage. Au lieu de cela, il décide de suivre les bandits car ils le mèneront sûrement à la colonie humaine la plus proche. Le soir, lorsque les bandits font une pause, ils commencent à parler de s'amuser avec la fille avant de la vendre. Et c'est là qu'Arthur trace la ligne. Il commence à rassembler du mana pour gérer ses fichiers PDF et remarque ensuite qu'il contrôle des monstres sauvages à l'aide de couleurs magiques. Il jette quelques noix sur les bêtes, les mettant en alerte et hurlant bruyamment. Les bandits paniquent, car cela peut attirer toutes sortes de monstres vers eux, et l'un d'eux va immédiatement les battre pour les soumettre. Arthur attendait ce moment et il crée une lame de mana autour de sa main avant d'aller derrière le bandit et de le trancher. Il vole le couteau du bandit et juste à ce moment-là, un autre gars arrive à sa recherche. Arthur le tue avant qu'il ne puisse émettre un son, mais il constate que son corps manque d'endurance pour se déplacer autant, avant même qu'il ait le temps de se détendre. Un troisième bandit arrive à la recherche de ses amis et Arthur l'attaque immédiatement. Cependant, il ne peut que se blesser à la jambe et le bandit appelle son ami, lui disant de faire attention car ils ont un jeune mage avec eux. Le quatrième bandit est excité car les utilisateurs de magie d'un si jeune âge sont rares et il peut gagner beaucoup d'argent en le vendant. Il décide de ne pas lui faire de mal et pose l'épée pour utiliser la magie à la place. Il saute ensuite sur Arthur avec ses griffes imprégnées de magie qui écrasent le sol sous eux. Arthur parvient d'une manière ou d'une autre à esquiver l'attaque et tente ensuite de donner un coup de pied au bandit, mais il est plus rapide que lui. Arthur lui lance le couteau avec un fil attaché au bout, mais le bandit chevronné l'attrape rapidement et se précipite vers lui. Il donne un coup de pied au garçon avec suffisamment de force pour le faire tomber, puis le maintient la tête en bas. Mais Arthur utilise alors la magie du feu sur sa jambe, forçant le bandit à le laisser tomber. Avant que le bandit ne puisse se rétablir, Arthur lui lance à nouveau le couteau. Et cette fois, il le fait tourner autour de son cou pour ne pas pouvoir esquiver la lame lorsqu'elle lui transperce le front. Arthur s'occupe ensuite du dernier bandit et libère la fille elfe, qui lui rappelle quelqu'un de son passé. Il sort rapidement de ses souvenirs et dit à la fille qu'elle est libre de rentrer chez elle maintenant, mais elle s'inquiète en voyant ses blessures. Arthur lui dit que ce n'est rien de grave et recouvre ensuite les cadavres pour que la jeune fille ne voit pas ce spectacle horrible. Elle est toujours curieuse à leur sujet. Alors, il lui dit qu'ils ont eu un accident et qu'ils ne la dérangeront plus. Arthur trouve alors des bagages dans la voiture et dit à la fille de rentrer chez elle maintenant, mais elle lui attrape la main parce qu'elle a peur. Elle le supplie de l'emmener avec elle et il décide d'avoir pitié d'elle et lui permet de l'accompagner. Il se tourne ensuite vers les monstres asservis et décide de mettre fin à leur misère, car cela ne semble pas être une bonne idée de les libérer. La fille elfe, quant à elle, décide de libérer les loups cornus parce que les elfes respectent toutes les formes de vie, et si elle ne libère pas les monstres, ils mourront. Elle les libère et les monstres partent vraiment paisiblement, ce qui amène Arthur à s'émerveiller du lien de la fille avec la nature. Après cela, il décide de la ramener chez elle,
Et alors qu'il s'arrête pour faire une pause, il apprend qu'elle s'appelle Tesha. Il prépare de la nourriture et lui dit de manger même si elle n'a pas faim, car cela l'aidera à reprendre des forces. Et ces mots lui rappellent Sylvia. Quoi qu'il en soit, il remarque que Tess s'inquiète de la nourriture parce qu'elle n'a pas bon goût et exige de manger quelque chose de sucré. Arthur pense qu'il devrait apprendre d'elle comment faire semblant d'être un enfant normal, parce qu'elle est le premier enfant de son âge qu'il ait jamais rencontré. Tess lui demande alors ce qu'il fait ici, et Arthur lui dit qu'il a été séparé de ses parents. Ils continuent leur voyage pour trouver le village des elfes, et cela prend bien plus de temps que ce qu'Arthur voulait. Tess continue de lui parler de son village, et Arthur apprend que la vie des elfes est bien différente de celle des humains. Soudain, il sent un loup cornu qui les suit, et il décide de le tuer. La nuit, il dit à Tess de dormir dans la tente pendant qu'il monte la garde à l'extérieur, puis commence à regarder l'œuf de cristal que Sylvia lui a donné. Alors qu'il se demande ce que c'est vraiment, Tess l'appelle et lui demande d'entrer dans la tente. Elle promet qu'elle gardera secret pour sa famille qu'il a couché avec elle. Mais Arthur lui dit qu'il va bien dehors. Il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte que Tess a peur d'être seule dans la tente et il décide d'accéder à sa demande et entre dans la tente. Là, Tess accuse tous les humains d'être des pervers qui ont plusieurs femmes. Et Arthur souhaite juste que ce soit vrai. Il demande à Tess qui lui a dit ça et elle lui répond que c'était son grand-père. Arthur nie les allégations, affirmant que seuls les nobles ont assez d'argent pour subvenir aux besoins de plusieurs épouses. Mais Tess s'endort au milieu de sa réponse. Le lendemain, ils reprennent leur voyage et Tess commence à se sentir de plus en plus à l'aise avec Arthur. Il est légèrement agacé par cela parce qu'il veut se dépêcher et retrouver sa famille. Et puis, une autre chose problématique se produit. Il commence à ressentir une douleur aiguë dans son monore qui le rend si faible qu'il ne peut même pas marcher. Et Tess court dans la forêt pour trouver des herbes qui peuvent le guérir. Alors qu'Arthur est assis seul, essayant de supporter la douleur, le loup cornu qu'il a libéré plus tôt s'approche de lui. Arthur panique en pensant que le monstre a choisi de l'attaquer alors qu'il était le plus faible. Et juste à ce moment-là, Tess revient avec les herbes. Il lui dit de rester à l'écart car le monstre est prêt à les attaquer. Mais au lieu d'attaquer, le monstre laisse un sanglier mort sur le sol et retourne dans la forêt. Arthur est vraiment confus par cela, mais Tess lui dit avec enthousiasme que la bête voulait lui rendre la pareille pour lui avoir sauvé la vie. Manger de la viande de sanglier fait du bien à Arthur. Et puis Tess lui dit qu'elle n'a trouvé aucune herbe, mais qu'elle a trouvé des champignons que les femmes de son village mangent tout le temps. Arthur les mange sans trop réfléchir, mais il attrape alors une grave diarrhée. Après cela, ils retournent tous les deux à la tente. Et Tess commence à raconter à Arthur les histoires des royaumes humains et nains qu'elle a entendus de son grand-père. Elle dit qu'elle veut vraiment voir ces royaumes, mais apparemment, ils sont pleins de mauvaises personnes. Donc elle ne peut pas y aller et les étrangers ne sont pas autorisés dans le village des elfes. Arthur n'entend que la moitié de ce qu'elle dit, car sa fatigue le rattrape et il s'endort. Le lendemain, la douleur d'Arthur revient, mais il la supporte tant bien que mal, car le village des elfes est à proximité. Tess dit à Arthur qu'ils sont déjà amis maintenant, mais il ne sait pas comment répondre à cela, car il n'a jamais eu d'amis, et les choses deviennent gênantes entre eux. Arthur commence à se souvenir de la personne la plus proche qu'il avait d'un ami dans son ancienne vie, et de la façon dont il l'a tué. Quand soudain, Tess se met à crier d'excitation en voyant la porte du village des elfes. Arthur est choqué de le voir, mais Tess lui tend la main en lui disant de venir avec elle. Il lui prend la main et se rend au village des elfes où un groupe de gardes arrive immédiatement, sentant un intrus. Arthur ne comprend même pas ce qui se passe. Alors que les gardes l'arrêtent et qu'il voit un regard indifférent dans les yeux de Tess, il se demande ce qui va lui arriver maintenant. Alors qu'Arthur voit Tess rester silencieuse malgré sa demande, il se rend compte qu'il a été trop prompt à lui faire confiance. Même si elle l'appelait son ami dans la forêt, Arthur pense que les mots ne signifient rien du tout dans des situations comme celle-ci. Il panique, pensant qu'il aurait dû être plus prudent, et les soldats elfes sortent leurs armes pour le tuer. Tess entre immédiatement en action, alors qu'elle comprend ce qui se passe et demande aux gardes d'arrêter. Ils lui disent qu'Arthur est un humain dangereux et qu'ils doivent l'éliminer avant qu'il ne leur fasse du mal. Tess lui dit qu'Arthur est son ami qui l'a sauvé, mais le garde refuse de la croire. Au lieu de cela, il accuse Arthur de faire un lavage de cerveau à Tess quand soudain une voix puissante lui dit de se taire. Soudain, un portail apparaît devant eux et un vieil elfe en sort, disant aux soldats de laisser partir le garçon immédiatement. Alors que Tess va voir Arthur, elle s'en prend aux soldats qui l'ont menacé. Mais le vieil elfe, qui est son grand-père, lui dit que leur réaction était juste, étant donné qu'un humain était venu dans leur royaume avec la princesse disparue, et remercie Arthur d'avoir sauvé sa petite fille, ainsi que la princesse de leur royaume. C'est une nouvelle pour Arthur,
et il a du mal à croire que ce mannequin est une princesse, mais elle lui adresse un sourire suffisant. Virian lui demande si elle n'a pas parlé à son ami de son statut royal, et tandis que Tess dit qu'elle l'a fait, Arthur peut parier qu'elle ne l'a pas fait. Juste à ce moment-là, ses parents arrivent et Tess court dans leurs bras. Son père regarde Arthur comme n'importe quel autre elfe raciste. Il dit aux soldats de le tuer immédiatement, mais Vian explique que bien qu'étant un humain, Arthur a sauvé Tess et l'a escorté chez elle. Tess prend également sa défense et force son père à laisser Arthur venir dans leur château. Varian dit à Arthur qu'ils doivent discuter plus tard et il ressent un pouvoir mystérieux venant du vieil elfe. Sur ce, Tess attrape la main d'Arthur et commence à courir à travers la ville. Il est étonné de le voir, mais les elfes continuent de le regarder avec colère et haine à cause de leur longue histoire de guerre avec les humains. Arthur n'est pas inquiet à ce sujet, mais il est préoccupé par l'expression froide sur le visage de Tess lorsqu'il lui a demandé son aide pour la première fois. Il est également perturbé par sa douleur thoracique et décide d'être plus prudent à l'avenir. Bientôt, ils atteignent le château et Tess demande à toutes les servantes de servir Arthur avec tout ce qu'elles ont. Elle commence à planifier son séjour chez elle, mais Arthur estime qu'ils devraient avant tout raconter leur voyage à ses parents. Ils lui permettent de leur parler, mais Tess lui trouve une place à la table et commande également du thé et des collations avant qu'ils ne puissent continuer. Et puis le père de Tess, Alduin, se présente ainsi que sa femme, Muriel. Arthur se présente correctement et les salue, et Alduin est assez impressionné par ses manières malgré son milieu pauvre. Sur ce, Arthur commence à raconter l'histoire de la façon dont il a sauvé Tess des marchands d'esclaves, et sa famille est furieuse lorsqu'elle l'apprend. Ils commencent également à maudire les humains pour cela, mais Arthur leur dit de maudire la profession et non la race. Virian lui demande comment il a libéré Tess des marchands d'esclaves, et Arthur révèle qu'il est un mage. Le roi a du mal à croire qu'il pourrait vaincre les marchands d'esclaves, et les soldats elfes sont encore plus virulents à ce sujet. Ils accusent Arthur d'avoir encore une fois trompé Tess, mais Vian leur dit de rester en arrière jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'ordre. Tess se présente également pour soutenir Arthur, racontant les choses qu'elle a entendu les méchants dire. Sa mère la serre dans ses bras pour la réconforter, puis son père dit à Arthur qu'il croit à son histoire. Arthur demande alors à Alduin de le renvoyer dans sa famille pour le remercier d'avoir sauvé la vie de sa fille, mais il qualifie cette demande de déraisonnable. Il dit qu'il ne veut pas aider les humains barbares. Mais Arthur répond que s'il agit comme ça, il se comportera lui-même comme un barbare. Alduin se retrouve coincé en entendant cela, mais il refuse toujours d'aider Arthur. Soudain, Tess commence à le fixer pour le faire chanter émotionnellement. Alduin se replie rapidement et dit à Arthur que normalement la porte du royaume humain ne peut être ouverte qu'une fois tous les 7 ans, mais ils ne peuvent pas le garder ici aussi longtemps. Alors, il enverra des soldats pour l'escorter chez lui. Arthur est heureux d'entendre cela, mais soudain, la douleur dans sa poitrine revient avec une intensité plus grande que jamais. Il endure tant bien que mal la douleur tout au long de la journée et, la nuit, il va sur le balcon de sa chambre pour prendre l'air. Il voit Tess jouer joyeusement avec ses parents dans une pièce voisine et cela lui rappelle ses propres parents. Arthur se demande s'ils vont bien, même s'il croit qu'ils sont assez forts pour survivre à l'attaque des bandits. Il leur manque et se demande s'ils seront aussi heureux de le revoir que les parents de Tess le sont en ce moment. Il devient malheureux à mesure qu'il pense à eux. Et Tess le remarque. Elle court immédiatement le voir et s'excuse au nom de sa famille pour tout le monde qui a été impoli envers lui. Arthur répond que tout va bien et se moque ensuite de Tess en lui disant qu'elle devrait retourner dans sa famille et se faire gâter par eux. Tess s'en offusque et lui dit que ses parents le traiteront de la même manière une fois qu'il sera de retour chez eux. Et cela inquiète encore plus Arthur. Il cherche la validation de Tess en lui demandant si ses parents seront vraiment heureux de le voir malgré tout. Tess lui prend soudainement le visage en lui disant qu'il est évident que ses parents vont lui manquer parce qu'il n'est pas avec eux. Elle lui dit qu'il lui manque déjà parce qu'il rentre bientôt à la maison et Arthur reste sans voix. Juste à ce moment-là, les pétales lumineux d'une fleur qui ressemblent à des lucioles commencent à flotter dans l'air et tous deux se perdent dans l'admiration de leur beauté. Soudain, Arthur se souvient du regard froid sur le visage de Tess et il se demande si quelque chose n'allait pas chez elle à ce moment-là ou s'il voyait des choses. Il décide d'arrêter d'y penser et de vivre l'instant présent pendant un moment quand soudain, il sent une attaque se diriger vers Tess. Il bloque rapidement l'attaque, puis se précipite vers l'attaquant pour découvrir qu'il s'agit de Virian. Arthur s'en prend au vieil elfe, lui demandant s'il voulait tuer sa petite fille. Mais Virian lui demande s'il peut vraiment tuer quelqu'un avec des pédales. Arthur ouvre ses mains et y trouve des pédales lumineuses.
Et puis Virion le félicite d'avoir bloqué l'attaque et d'avoir répondu immédiatement. Il est désormais certain qu'Arthur a bel et bien combattu les marchands d'esclaves. Mais Tess se met en colère parce qu'elle pense que son grand-père harcèle son ami.